Chers téléspectateurs, bonjour et heureux de vous retrouver encore sur Télé 7 dans votre émission Questions de santé. Ce programme qui parle essentiellement de la santé humaine, toujours avec des sujets très intéressants. Nous parlons aujourd'hui d'une maladie très fréquente dans toutes les maisons de Kinshasa. C'est la malaria ou le paludisme. Nous allons comprendre cette malaria, d'où vient-elle, comment se faire soigner, comment l'éviter. Je ne suis pas seule, comme toujours. Je suis accompagnée aujourd'hui d'un médecin. Lui, c'est Dr Ikwa Jupiter. C'est avec lui que nous allons donc décortiquer cette maladie qui touche beaucoup de Kinois. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. C'est quoi la malaria? Pouvez-vous nous définir la malaria? Oui, effectivement, la malaria, c'est une maladie infectieuse qui est due à un parasite qu'on appelle le plasmodium. Et étymologiquement, d'abord, madame, il faut savoir que la malaria vient de mal de l'air. C'est-à-dire auparavant, quand certains habitants n'avaient pas toute la quintessence de cette maladie, ils pensaient que c'était une maladie qui venait de l'air. C'est comme ça qu'on a dit malaria. Donc mal venant de l'air. Au fait, en médecine, c'est une infection qui est due au plasmodium, qui généralement attaque toutes les structures, mais plus particulièrement le sang, et va entraîner également différentes conséquences on aura à décortiquer tout au long de cette émission. Quelle est donc la population la plus affectée dans cette maladie? La malaria touche toutes les couches de la population. Mais Les enfants, les femmes. Les enfants, les femmes, mais avec le programme, aussi. le vieux, le jeune, tout le monde, en tout cas, même le nouveau. Sauf qu'il y a une population qu'on appelle cible qui est la plus vulnérable. Ce sont les femmes enceintes et les enfants. Les 0 à 5 ans qui sont les plus vulnérables, dont que la maladie n'épargne pas. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes enceintes. Donc la malaria, en d'autres termes, c'est une maladie héréditaire? Non, non. La malaria n'est pas une maladie. Contagieuse? Non plus. C'est juste une infection. Quand on l'appelle héréditaire, c'est-à-dire c'est une maladie qui est transmise de père en fils, de mère en enfant. Or, ce n'est pas ça. Parce que la génétique ou l'hérédité, c'est vous avez ça dans les gènes. Alors que la malaria, c'est juste une infection par rapport à ça. Donc, on peut l'attraper n'importe quand sans pour autant passer par sa maman ou son père. Et est-ce qu'une femme enceinte peut-elle transmettre la malaria à son bébé? Oui, oui, il y a même des programmes pour ça. De quelle manière? Quand vous avez une infestation qui est assez importante, la mère peut aussi transmettre la transmission de la maladie. Mais c'est vraiment des cas très rares. Le pourcentage est très faible, dans l'ordre de 0,01% de transmission de mère à l'enfant de maladie, qu'on appelle le paludisme congénital. Et dans le cas des enfants qui sont nés avec la malaria, comment est-ce qu'ils ont attrapé la malaria? Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est un pourcentage vraiment infime où vous avez des enfants qui sont nés avec de malaria. Là, il faut réellement, pour confirmer, il faut des examens un peu plus spéciaux par rapport à ça. Mais ils attrapent ça de par leur mère. Enfin, leur mère avec le passage. Quand il y a un nombre assez élevé de plasmodium qui passe par la barrière hémato-placentaire, vous avez l'enfant aussi qui se contamine par rapport à ça. Oui, docteur Ikwa Jupiter, est-ce que le moustique, par son repas sanguin, il peut aussi transmettre le virus de sida à une autre personne? Non, non. Comment ça? Le virus de sida, c'est une autre branche par rapport à la malaria. Puisque dans le virus de sida, il y a beaucoup de mécanismes là-bas dans la contamination. Alors que quand le moustique, lui, dans son repas, il ingère. Et là, vous avez tout un cycle du plasmodium qui est d'abord au niveau du moustique et par après dans la salive qui va s'injecter, qui est différent du cycle du virus de sida. Et comment arrive-t-on à diagnostiquer un malade de malaria? Ah oui, effectivement. Le diagnostic de malaria, c'est d'abord clinique. Et là, le programme national a déjà défini les choses clairement. Vous avez un malade qui se présente avec une fièvre. D'emblée, du moment où nous sommes dans une zone endémique, on pense au paludisme. À part ça, vous avez des maux de tête, on l'appelle des céphalées. Et là, également, il y en a différentes sortes de
des signes autres que ces deux-là. Vous avez des patients qui se présentent d'emblée dans le coma, ou on appelle le neuropaludisme, et ceux-là qui viennent avec des troubles de comportement par rapport à ça. Cliniquement, c'est au médecin d'apprécier, de faire son examen, d'abord son anamnèse convenablement, et puis d'examiner le malade et d'emblée de supposer un diagnostic de paludisme. Et après, il enverra le patient ou la patiente faire des examens appropriés. Et là, vous avez la goutte épaisse. Et actuellement, le programme a disponibilisé le TDR, le test de dépistage rapide, mais aussi des examens un peu plus sophistiqués. Vous avez les frottis, le PCR par rapport à ça. Et des signes visibles pour détecter un malade de malaria? Oui. À la cité, par exemple, on sait que ça, c'est la malaria. Quels sont les signes visibles? Oui, il faut les scinder en deux. Vous avez le paludisme simple et le paludisme grave. Et vous pouvez alors nous expliquer? Oui. Dans le paludisme simple, il suffit que la personne présente des maux de tête ou la fièvre. Il est déjà classé dans le cas de paludisme simple. Il faut maintenant faire le check-up par rapport à ça, faire des examens. Mais déjà d'emblée, quand vous avez les signes comme la fièvre, vous avez des asthénies physiques, donc c'est-à-dire la fatigue intense, vous avez des maux de tête, déjà placez la personne sous antipaludique. Alors que les signes d'un paludisme grave, vous avez, j'ai parlé tantôt d'un coma, la personne vient à l'état d'inconscience, vous avez le temps de déshydratation et par moments des anémies, et surtout fréquemment chez les enfants, vous avez des enfants qui vous présentent des états d'anémie, où il y a pratiquement, ils sont vraiment anémiques, il faut prendre en charge urgemment par rapport à ça. Est-ce que la malaria, il y a beaucoup de sortes de malaria, beaucoup de formes où... Oui, effectivement, oui, il y en a pratiquement 4. Vous avez dans la symptomatologie de l'épidémiologie, là vous avez, j'ai dit tantôt, le paludisme simple et le paludisme grave. Oui. Dans le paludisme grave, vous avez plusieurs formes. Vous avez le paludisme, la forme neurologique, où vous avez la patiente ou le patient se présente avec des troubles de comportement, par moment de coma. C'est comme la folie. Par moment aussi. Vous avez aussi le neuropaludisme, où la personne d'emblée, avec qui vous causiez convenablement, subitement, ne parle plus, il plonge dans un coma. Sans autre forme de prise de diazépam ou autres substances pouvant l'endormir profondément. Et puis vous avez des paludismes qu'on appelle les formes digestives. La personne vient, c'est surtout chez les enfants également, elle fait des épisodes, les enfants font des épisodes de diarrhée, que l'on simule par moment à des gastro-entérites, à des maladies des intestins, alors que c'est aussi une forme de paludisme. Il y a aussi la forme algide. Vous avez la personne qui se présente avec des hypotensions, des troubles de coliques abdominaux, qu'on appelle des troubles au niveau de l'abdomen, et également cette fièvre qui persiste par rapport à ça. Ça, c'est du point de vue clinique. Mais du point de vue infestation, là, nous le séparons par rapport à la souche plasmodiale. Vous avez le plasmodium falciparum, vous avez le plasmodium malariae, vous avez les vivax et les plasmodium ovales. Oui, docteur, parmi toutes les formes de paludisme plutôt, quelle est la plus dangereuse? Des souches. Puisque quand je parle de forme comme cliniquement là, c'est la forme grave et la forme grave, simple. Oui. Dans les différentes souches, la souche redoutable, c'est le plasmodium falciparum. Il se présente comment? Lui, il attaque pratiquement toutes les souches des globules rouges d'emblée. Il l'emmène directement à la mort? Oui, quand vous ne le prenez pas en charge directement, il l'amène à la mort. Puisque le tableau qu'il présente, vous avez directement des anémies qui s'installent, vous avez pratiquement la personne est plongée dans un sommeil profond qu'on appelle le coma. Et par moments, des insuffisances rénales qui s'installent également par rapport à cette souche. Donc la malaria emmène directement à la mort si on n'est pas bien soigné, c'est ça? C'est la première cause de décès pratiquement en RDC. Quels sont les examens que vous recommandez aux patients pour savoir qu'ils sont malades de la malaria? Les examens, d'abord, ce que l'on recommande, c'est qu'une fois que vous voyez ces signes, c'est-à-dire vous avez des fatigues, des courbatures, vous avez des nucalgies, des maux des yeux, vous avez le cou qui vous fait toujours mal. Et la diarrhée aussi? Par moment, oui. C'est une forme, j'avais cité tantôt, la forme digestive ou algide également qui entraîne ça. Allez dans un dispensaire de la place, faites-vous examiner convenablement, et là, le médecin va demander des examens appropriés, entre autres la TDR qui est un test qui est gratuit, que le ministère a rendu un peu gratuit pour faciliter
la tâche à tous nos malades. Et au besoin, la goutte épaisse qui peut être faite également. Et existe-t-il combien de formes de traitement existe-t-il pour combattre le paludisme? Bon, dans le programme a simplifié les choses. Le programme national de lutte contre le paludisme, dans le paludisme simple et le paludisme grave. Donc la malaria grave et simple, ils sont différemment traités. Alors, le paludisme simple, le programme recommande les ACT, qui sont les dérivés des artémisinines. Là, vous avez le traitement qui est de 3 jours, vous le prenez, soit la modiakine également combinée avec, ou soit la pipirakine. Et après ça, il y a une deuxième ligne. Une fois que, selon le degré de la maladie, jugé par les médecins, et selon la gravité ou la sévérité, ou soit s'il y a un chèque au niveau des ACT, l'on monte aux dérivés aux alpha, bêta, art et TR. Et après ça, il y a la troisième forme où le traitement ultime, c'est la quinine, où on passe par la perfusion. Mais c'est réservé seulement pour des cas graves de paludisme. Donc pour des cas graves, il faudrait utiliser la quinine. Uniquement la quinine. Et pour des cas simples, vous avez les ACT. Ok, merci. Existe-t-il des programmes au sujet de la lutte contre la maladie? Vous avez dit tantôt, vous pouvez nous expliquer si le gouvernement il aide quand même la population quinoise par rapport à un programme spécial? Oui, effectivement, au niveau du ministère de la Santé, il y a déjà tout un programme qui est régi pour la lutte contre le paludisme. Vous avez le programme national multisectoriel de lutte contre le paludisme. Et là, après, ça c'est le niveau national. Au niveau provincial, il y a également une division sur ça, pour ça. Et puis là, descendra le district, les zones de santé, ainsi que les institutions sanitaires. Mais dans l'organisation, dans l'organigramme de la pyramide de santé, vous commencez d'abord par la prise en charge adéquate. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les relais communautaires qui sont là, ils ne sont pas médecins, non plus infirmiers, ils sont les personnes avec qui nous vivons, qui passent de porte en porte pour prévenir les pères des difficultés, des dangers de la malaria. Et pour dire comme nous le faisons, quand vous avez tel signe, allez à l'hôpital. Et là, les rapports montent. Centre de santé, hôpital de référence qui envoie à la zone de santé. La zone de santé enverra son rapport au district sanitaire, le district au niveau provincial, et puis le programme national va également prendre ça. Mais docteur Ikwa, comment prenez-vous en charge les malades de la malaria qui ont des troubles mentaux? Vous les emmenez au CNPP? S'il s'avère que c'est la malaria qui est la base de ces troubles, directement, comme j'ai dit, c'est un cas de paludisme grave. On soumet déjà le patient ou la patiente sous traitement de Et si le patient est à la maison, on l'emmène directement, il faut l'amener à l'hôpital. Le lieu par excellence de prise en charge du paludisme grave, c'est à l'hôpital. Ce n'est pas à la maison. Ce n'est pas qu'en restant à la maison. Avec des petites quinines, on peut soigner par des petites quinines à la maison. Non, il n'est pas recommandé. Il n'est pas recommandé. Puisque la quinine, là, c'est une molécule. Elle a aussi des effets secondaires. Et ces effets secondaires ne peuvent être contrôlés qu'à l'hôpital. Donc, il y a des normes, puisqu'on dit que parmi les conséquences également, vous avez la fatigue, les hypoglycémies. Or, la quinine entraîne aussi de l'hypoglycémie. Une fois que la personne est trop asthénique, elle ne mange pas, et vous lui donnez encore la quinine, s'il s'effondre à la maison, il peut décéder facilement. Alors qu'à l'hôpital, il y a des mesures, on en soumet sous schéma, on appelle le schéma quinine. Schéma quinine, vous avez la quinine que l'on place dans du sérum glucosé pour fortifier la personne également, pour éviter aussi certains effets secondaires qu'on peut contrôler pour la quinine. Et depuis la création des programmes du gouvernement qui luttent contre le paludisme, qu'avez-vous constaté? Donc il y a amélioration? Oui, effectivement, il y a une nette amélioration, puisque dans l'amélioration, c'est sur le terrain. Hein. Le taux de mortalité dû à la malaria a fortement baissé par rapport à ça. Et depuis quand là? Bon, ça fait plus de 10 ans déjà. Hein, ça fait plus de 10 ans, mais les données récentes nous montrent également que pratiquement, on a chuté pratiquement de moitié. C'est déjà bon. Et l'un des piliers majeurs, c'est l'information. L'information et la prévention. Par exemple, dans le programme, on disponibilise les moustiquaires imprégnés pour les femmes enceintes qui constituent la population la plus fragile, ainsi que pour les enfants. Déjà, par rapport à ça, c'est déjà une nette amélioration pour la prévention de la malaria, mais aussi
Il y a le test de dépistage rapide, le TDR, qui permet de prendre en charge rapidement ces cas. Et puis les ACT. Donc la personne, aujourd'hui, quand vous êtes malade, allez dans un centre de santé, on vous donnera les ACT gratuitement. Je répète, gratuitement, et puis vous les soignez. Et docteur, comment lutter contre la malaria? Oui, j'ai dit tantôt que on commence à la maison d'abord, c'est l'hygiène. On a parlé de moustiques, hein, ce qui est un vecteur de la maladie, d'abord par l'hygiène, hein, l'environnement. Quand l'environnement est propre, n'est pas malsain, vous aurez de moins en moins des anophèles par rapport à ça. Deuxièmement, c'est passer, de se coucher sous une moustiquaire imprégnée. Et un bon sommeil sous une moustiquaire imprégnée vous permet également de diminuer le nombre de contagions. Après ça, il faut informer les personnes qu'une fois que vous avez des symptômes de maladie, vous venez directement à l'hôpital pour qu'on vous prenne en charge le plus tôt. Plus tôt la personne est prise en charge, moins il a des effets néfastes et aussi la guérison sera un peu plus rapide. Oui, docteur. Et pour les familles qui utilisent des moustiquaires non imprégnés, est-ce que ça lutte aussi contre la malaria? Là, l'effet est mécanique. C'est-à-dire, les anophèles peuvent ne pas passer. Il suffit qu'il y ait un trou, le moustique peut passer. Alors que quand vous avez des moustiquaires imprégnés, vous avez une panoplie de molécules qui sont là et qui empêchent les moustiquaires, les mouches, les moustiques de pénétrer. Quand ils veulent, quand ils inhalent les produits chimiques, ils tombent déjà par terre. Là, vous avez deux effets, l'effet mécanique et l'effet chimique, qui empêchent ces moustiques-là de vous piquer. Alors que quand vous avez seulement les moustiquaires qui ne sont pas imprégnés, les moustiques peuvent passer au travers le trou, hein, ces mailles-là, ils peuvent vous piquer facilement. Est-ce que nous pouvons parler de la malaria comme étant, nous pouvons considérer la malaria comme étant une épidémie? Bon, auparavant, oui. Parce que quand on parle de l'épidémie, vous avez... Les conséquences? Non, non, vous avez, par rapport à l'étymologie, vous avez vous le quantifiez dans le temps et dans l'espace. Alors que notre malaria ici, chérie, c'est une endémie. C'est par rapport à son étendue, mais de plus en plus que nous le contrôlons, on ne parle plus des épidémies. Oui, selon vous, docteur, quelles sont les régions les plus touchées en Afrique, vous en tant que médecin, quelles sont les régions les plus touchées en Afrique par la malaria? La malaria, donc la zone, vous avez, c'est entre les deux tropiques. Hein, c'est-à-dire en Afrique, vous prenez pratiquement l'Afrique subsaharienne. Hein, nos voisins ici, avec qui nous partageons le même climat, sont également concernés par la malaria. Vous avez les Gabon, bon, disons d'abord les 9 voisins, sauf par moment les régions montagneuses également, où là je vois l'est du Congo, mais les autres parties sont concernées, touchées par la même maladie. Mais actuellement, avec l'exode, à tout moment qui n'est pas assez contrôlé, et les migrations ça et là, vous avez une expansion de la malaria pratiquement là où dans des régions où l'on constatait avant, il y avait moins d'infestations. Oui, docteur, il paraît que même si on se fait soigner contre la malaria, mais la maladie ne disparaît pas totalement. Est-ce vrai? Non, non, non. Non, ça peut disparaître totalement. Oui, comment ça vous pouvez prouver? Parce qu'apparemment, surtout quand tu as le 1+, il reste comme ça. Oui, dans le commun des mortels, ils disent toujours que quand vous avez la malaria, une croix, vous avez 1+. Donc, ça vous le gardez pratiquement pendant des décennies, alors que ce n'est pas ça. Mais dans le cycle de Plasmodium, vous avez par moment dans leur cycle où vous avez des souches qui sont un peu vulgairement endormies, qui peuvent retentir. Mais il y a ce qu'on appelle, quand vous êtes tout le temps exposé, hein, comme aujourd'hui, il y a des moustiques partout, même en ville ici, il y a des moustiques. Donc on s'est fait piquer, même dans des taxis, on s'est fait piquer. C'est-à-dire que tous les Congolais ont la malaria. Ils ont déjà leur forme patente de malaria. Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui n'ont pas de malaria, par exemple, ici à Kinshasa? Bon, malaria... Vous avez déjà vu ce cas-là avec quelqu'un qui vient se dépister pour voir si seulement il a la malaria et qu'il n'a pas de malaria? Oui, il y en a. Ça existe il y en a. Vous avez des cas fréquents? Oui, fréquents, qui viennent pour le maux de tête, des fièvres, alors que quand on fait Ils sont toujours dans des chambres climatisées ou toujours comme nous, là, à la cité? Non, même nous à la cité, la plupart, ils viennent également. Quand ils sont là, on les examine, on trouve que c'est autre chose que la malaria. Il y en a toujours. Oui, docteur, vous avez un dernier mot, donc un mot de la fin pour cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la population quinoise
pour lutter contre la malaria? Répéter ce que j'ai dit tantôt, c'est que d'abord c'est l'hygiène. L'hygiène, nous devons curer convenablement nos caniveaux pour éviter que des eaux stagnantes dans lesquelles baignent les anophèles puissent être un peu plus nombreuses par rapport à ça. Passer la nuit sous une moustiquaire imprégnée et puis aller se faire dépister pratiquement chaque 3 mois. Cette culture-là, nous n'avons pas. Nous devons faire un effort d'aller se faire dépister tous les 3 mois, voir si nous avons de la malaria et dans des formes graves ou quand nous avons des signes comme on l'a dit tantôt, d'aller voir les médecins. Eux vont vous prendre en charge convenablement. Je pense qu'on peut déjà éradiquer la malaria puisque la nation, le gouvernement, je pense que les programmes, au travers des programmes, mettent déjà tout en œuvre pour éviter ça. D'abord par les moustiquaires et s'ils disponibilisent aussi les médicaments et les molécules des ACT gratuitement. Oui, docteur, est-ce que vous pouvez faire la différence entre les croix, comme vous appelez là, les croix, 1 plus et 3 plus, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Bon, la différence, elle est plus parasitaire. Là, c'est au laboratoire. Donc, l'on voit par rapport au champ. Hein, on dit de 0 à 100 champs, quand vous avez tel nombre de parasites par rapport à ça, tel nombre, vous le détectez, vous dites c'est une croix. C'est juste par rapport au champ. Et donc, 3 croix, c'est plus là, grave vous avez pratiquement 100 à 150 dans 100 champs. Donc, les 3 croix sont plus graves sont plus graves. Mais pourquoi est-ce que dans les 3 croix, la maladie disparaît facilement par rapport à une croix? Non, j'ai dit même dans une croix là, la maladie disparaît. C'est-à-dire que ce que l'on voit réellement, concrètement, c'est quoi? C'est que quand la personne vient avec des trophées à 3 croix, c'est déjà la forme grave, hyperparasitémie. Alors, totalement guéri par rapport aux 3 croix et une seule croix. Une seule croix, c'est-à-dire on a toujours des courbatures, des fièvres qui reviennent par moment. On s'est dit, bon, la maladie peut ne pas rester. Alors que nous savons que quand on travaille, comme vous êtes là, tout le temps par moment assise, vous avez des courbatures qui ne sont pas nécessairement imputables à la malaria. Tout justement par rapport à la prise en charge. Comment vous prenez la prise en charge des malades à une croix? Oui, j'ai dit, la prise en charge du paludisme, ça dépend, c'est la forme clinique et parasitologique. Parasitologiquement, une croix, on peut le classer dans le cas du paludisme simple. Comme j'avais dit tantôt, on donne les dérivés des artémisies, les ACT. Alors que quand la personne présente cliniquement des signes d'atteinte grave, par exemple, des troubles neurologiques, il est en coma, vous faites votre goutte épaisse, vous trouvez qu'il y a une seule croix. Vous la soignez, vous soignez le patient comme faisant une malaria grave. Là, d'emblée, on ne tient pas compte des 3 croix. C'est d'abord la vie. Vous et moi constatons que la personne est en train de partir. Mais nous voyons qu'il a une croix. Qu'est-ce qu'on doit faire? On le met sous traitement de paludisme grave. Donc, vous placez votre schéma et puis vous adjoignez d'autres compléments moléculaires par rapport à ça. Et la prise en charge à 3 croix. À 3 croix d'emblée, vous êtes dans l'autre cas de malaria sévère ou grave. Là, d'emblée, vous mettez le patient, même s'il marche, il cause convenablement, mais une fois qu'il vient faire un check-up, il a 3 croix de trophée, directement, vous devez l'interner pour éradiquer. Docteur, quels sont les milieux ici à Kinshasa qui sont les plus fréquentés, les plus exposés à la malaria? À la malaria, pratiquement les milieux populaires. Les milieux populaires, vous avez les centres de la ville. Et puis... Pourquoi seulement les milieux populaires? Apparemment, vous dites que la malaria, les gens sont exposés à la malaria quand il y a la saleté tout autour des maisons, par exemple. Mais ici, je peux donner l'exemple au centre-ville. Il y a des immeubles, il n'y a pas trop de saleté par rapport à la cité. Oui, pas trop. J'ai dit tantôt qu'on s'est fait piquer partout. Même dans des taxis, dans des taxibus, on s'est fait piquer. Donc, par rapport à la promiscuité, ainsi qu'au déplacement qui devient de plus en plus actif de la population, une population qui habite dans le banlieue, mais il travaille tout le temps en ville, par exemple. Il suffit que l'anophèle qui le pique et pique le voisin, et là, directement, vous avez
vous êtes contaminé par rapport à ça. Et les nouveaux-nés, comment est-ce que vous les prenez en charge? Qui ont déjà la malaria, les nouveaux-nés? J'avais dit tantôt que c'est les cas de nouveau-nés. Ils prennent les mêmes traitements que nous, les adultes? Oui, bon, je rappelle que le nouveau-né, le cas de paludisme chez les nouveau-nés est rare, vraiment très rare, puisqu'il bénéficie de l'immunité acquise de sa mère. Alors, pour ces cas-là, s'il est réellement avéré par rapport à ça, on le place sous schéma, alors que bon, on le sait bien, par rapport à la prise en charge pédiatrique, là, on calcule par rapport au poids, puisque vous n'avez pas la même quantité de molécules que le nouveau-né. C'est par rapport à son poids et par rapport à d'autres facteurs qui peuvent, puisqu'il est pratiquement vulnérable, d'autres facteurs qui peuvent l'amener à la mort, que l'on peut soigner. Bon, l'hypoglycémie, par exemple. Merci une fois de plus, chers téléspectateurs, à nous revoir la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.